Au-dessus de la limite des arbres, sur les hauts versants des Alpes suisses, s'étendent des prairies saisonnières exploitées uniquement l'été. Ce système est connu sous le nom d'alpage. Il ne s'agit pas de champs permanents ni de paysages ornementaux, mais de pâturages saisonniers utilisés chaque année pendant une courte période soigneusement calculée. Du néolithique jusqu'aux grands bouleversements économiques du XIXe siècle, ce modèle a permis l'occupation des hauts plateaux sans les épuiser. Il permettait de déplacer le bétail hors des vallées pendant les mois chauds et garantissait des réserves suffisantes pour passer l'hiver. Aujourd'hui, ce système est toujours en vigueur. Les alpages représentent environ un tiers des terres cultivées en Suisse. Chaque été, pendant une centaine de jours, quelques 7000 exploitations alpines accueillent environ 500 000 vaches, bovins et veaux. Plus de 17 000 personnes travaillent en altitude durant cette période. Pendant ces mois, la montagne n'est pas qu'un simple décor. Elle est un élément fondamental de leur travail. Elle rythme leurs activités et détermine les possibilités. Vivre ici, ce n'est pas adapter l'environnement à la routine humaine, mais ajuster chaque décision à un espace qui ne tolère aucune erreur. Comment vivre dans des villages où le lieu lui-même dicte les règles et n'admet aucune exception? La montagne comme filtre. Seuls ceux qui persévèrent survivent. La montagne occupe l'espace avec une solidité qui impose le regard dès le premier instant. L'altitude rythme les alentours et définit une distance immédiate avec tout ce qui se trouve en contrebas. L'air se raréfie, se refroidit, devient plus exigeant. Chaque respiration prend du poids. Le corps perçoit le changement sans repère. Ici, l'adaptation commence avant même le moindre mouvement. Le silence agit comme une strate constante. Ce n'est pas le vide, mais une présence ferme qui enveloppe chaque pente et chaque vallée. Le vent traverse le terrain avec une force irrégulière, se glisse entre les versants, se concentre par endroits et disparaît ailleurs. Son comportement change sans prévenir. Le temps fonctionne comme une force autonome qui réorganise l'espace à chaque instant. Les pentes dominent le terrain. Le sol offre rarement une stabilité prolongée. L'inclinaison oblige à ajuster son équilibre même au repos. La roche apparaît à nu, fragmentée, marquée par l'érosion. Chaque surface exprime la dureté. Chaque changement d'altitude exige de l'attention. La terre porte les traces d'une pression constante qui ne cesse jamais. Cette contrainte constante du terrain s'intensifie avec les conditions climatiques. Le froid demeure une constante. Il se concentre dans l'ombre, s'accumule dans les zones basses et s'intensifie avec le vent. La température change rapidement, réorganisant l'espace sans transition. Le soleil apparaît de façon irrégulière, illuminant des fragments de terrain tandis que d'autres restent enveloppés d'une rigidité persistante. Le ciel reste bas, dense et lourd. Les nuages avancent lentement, épais, modifiant la visibilité en quelques minutes. La lumière se métamorphose sans continuité. Un même point prend différentes formes au fil de la journée. La perception du temps devient imprécise. L'environnement impose son propre rythme. Les couleurs restent sobres. Des nuances de gris, de vert foncé et de brun humide dominent le paysage. La végétation s'adapte au terrain avec des formes compactes, résistantes et fonctionnelles. Elle pousse là où la pression le permet. Chaque plante semble obéir à une logique de permanence plutôt qu'à une logique d'expansion. L'espace transmet un net sentiment de limite. La fatigue se fait sentir rapidement. Les muscles réagissent à la pente constante. Le corps enregistre l'effort même dans l'immobilité. L'environnement instaure des conditions que l'on ressent avant même de les comprendre. Ici, la résilience se mesure à l'accumulation. Le sol oscille entre une solidité apparente et une fragilité latente. L'humidité s'infiltre sous la surface. La roche se fracture de façon inattendue. La stabilité devient une variable fluctuante. Chaque relief a des conséquences physiques immédiates. Le vent interagit avec la pierre, générant des sons irréguliers, des bruits sourds, des glissements prolongés, des pauses abruptes. Le paysage produit son propre langage acoustique. Chaque variation signale un changement des conditions environnantes. Un sentiment d'isolement s'installe, quelle que soit la distance. L'espace est perçu comme séparé du reste du monde par une frontière invisible. Le terrain obéit à ses propres règles. La continuité du paysage renforce cette séparation.
Tout semble fonctionner au sein d'un système clos. Choisir un lieu où s'installer. Vivre ici, c'est accepter d'emblée une relation inégale. Le terrain dicte les conditions et la vie s'organise en conséquence. La présence humaine naît d'une réponse, non d'une imposition. On ne vient pas ici pour transformer l'environnement, mais pour s'adapter à une structure prédéfinie. Chaque village reflète cette logique. L'emplacement, l'orientation et la forme répondent à des limites physiques claires. La montagne établit le cadre et la vie s'y inscrit. Le choix de rester dans cet espace ne s'explique ni par le confort ni par une opportunité immédiate. Il est soutenu par une continuité durable. Les familles s'installent là où le terrain le permet, non là où il serait idéal. L'altitude, la pente et l'exposition déterminent chaque décision initiale. Le village apparaît comme un acte mesuré, calculé, construit à partir du possible. Il ne s'agit pas d'occuper, mais de s'intégrer. L'accès au lieu conditionne la manière dont il est habité. La distance non seulement sépare, mais filtre aussi. L'arrivée exige de la planification et une connaissance des environs. Cette difficulté agit comme une frontière naturelle qui réduit les déplacements constants. La vie se déploie avec une conscience de l'isolement structurel. La montagne est difficile d'accès, et cette contrainte influence la manière dont la permanence est construite. Les bâtiments reflètent cette adaptation. Leur emplacement répond aux besoins de protection contre la pente et les intempéries. Ils sont situés dans des endroits où le terrain offre une stabilité relative. Chaque élément remplit une fonction précise. L'espace de vie est réduit à l'essentiel. L'architecture émerge comme un prolongement de l'environnement et non comme un contraste. Tout est organisé pour résister et perdurer. Le rapport à l'environnement repose sur une observation accumulée. L'orientation des espaces est dictée par la course du soleil et la protection contre le vent. Les décisions ne sont pas prises au hasard. Elles s'appuient sur des expériences passées transmises de génération en génération. L'adaptation se construit lentement, en ajustant chaque détail aux conditions existantes. Vivre ici, c'est accepter que l'environnement prime toujours. Le terrain limite l'expansion et définit la taille des habitations. La vie se concentre dans des zones spécifiques où la stabilité est suffisante. L'espace disponible n'est pas agrandi par la volonté humaine. Il est accepté tel quel. Cette acceptation façonne un mode de vie particulier, fondé sur l'équilibre et la retenue. Rester en ce lieu relève également d'une logique de continuité. La décision de rester repose sur le rapport à l'espace, non sur des attentes extérieures. Le village devient un prolongement du territoire. Chaque génération hérite non seulement d'un lieu, mais aussi d'un mode de vie spécifique. La montagne façonne cet héritage dès l'origine. L'environnement influence la répartition de l'espace habitable. La proximité des bâtiments répond aux besoins de protection mutuelle contre les intempéries. Le village est compact. L'espace est utilisé avec précision. Il n'y a pas d'étalement inutile. Chaque élément occupe une place définie dans une zone limitée. S'adapter au terrain implique aussi d'accepter des contraintes claires. L'expansion passe après la stabilité. La croissance est ajustée à ce que permet l'environnement. La montagne établit un plafond invisible qui régule la densité et la forme du village. La vie se déploie dans ce cadre sans chercher à le dépasser. Le village n'est pas conçu comme un projet sans fin, mais comme une structure adaptée au long terme. Chaque modification est évaluée en fonction de son impact sur l'équilibre général. L'environnement ne permet pas de changement brusque. L'adaptation repose sur des ajustements progressifs et cumulatifs, maintenus dans le temps. Choisir de vivre ici implique aussi d'accepter un rapport direct à l'isolement. La séparation d'avec le monde extérieur influence l'organisation de la vie. Le village est structuré pour fonctionner avec une relative autonomie. La dépendance aux ressources extérieures est réduite par nécessité. L'environnement conditionne cette autosuffisance dès le départ. Le coût physique, gagner sa vie. Le travail dans cet environnement répond à un besoin concret, survivre dans un espace aux contraintes constantes. L'activité productive n'est ni une vocation ni une expression personnelle. Elle apparaît comme une réponse directe au terrain et au climat. Ici, travailler signifie maintenir l'équilibre minimal nécessaire à la survie. La montagne n'offre pas d'alternative viable.
Le champ d'action est limité et chaque effort est concentré sur la satisfaction des besoins essentiels. Le pâturage est une activité centrale, car le terrain le permet. Les pentes, les prairies d'altitude et la disponibilité saisonnière de l'herbe déterminent le type de production possible. Le sol ne permet ni cultures extensives ni cycles rapides. L'herbe devient la ressource principale et le bétail, le moyen de la transformer en nourriture. Tout le système de production est structuré autour de cette relation. Le travail suit le rythme des saisons. Durant les mois chauds, l'effort se concentre sur l'exploitation des pâturages d'altitude. L'activité s'intensifie lors des brèves périodes où le climat permet à l'herbe de pousser. Chaque journée est prolongée pour accomplir le nécessaire avant que les conditions ne changent. Le temps est limité et ne peut être rattrapé. La montagne dicte le calendrier avec précision. La fenaison occupe une place centrale dans ce système. La coupe, le séchage et le stockage exigeant une coordination avec les conditions météorologiques et le terrain. La pente impose un travail manuel important par endroits. L'effort physique s'accumule rapidement. Chaque déplacement implique de transporter, traîner ou arrimer le foin sur des surfaces irrégulières. Les erreurs ont des conséquences immédiates. La productivité repose sur une attention constante. Le foin n'est pas un surplus. Il constitue une réserve indispensable pour les périodes de disette. La quantité récoltée détermine la capacité à maintenir l'activité pendant les mois les plus froids. Le travail accompli en une saison a un impact direct sur la survie de la suivante. L'improvisation n'est pas permise. Les calculs sont basés sur l'expérience accumulée et l'observation des environs. Le pâturage exige un mouvement continu. Le bétail se déplace en fonction de la disponibilité de la nourriture. Les itinéraires sont adaptés à la pente et à l'exposition du terrain. L'itinéraire quotidien est déterminé par des critères pratiques. Accès au pâturage, sécurité du terrain et distance parcourue. L'objectif n'est pas l'optimisation, mais le maintien d'un équilibre entre effort et résultat. Le travail physique est réparti de manière constante tout au long de la journée. Il n'y a pas de brève période d'activité suivie de longs moments de repos. La charge de travail reste constante. Chaque tâche s'enchaîne naturellement à la suivante. Le corps est l'outil principal. La fatigue est gérée par la répétition et l'adaptation, et non par des pauses prolongées. La météo influe directement sur l'organisation du travail. La pluie peut interrompre une journée entière. Le vent perturbe le séchage du foin. Une chute brutale de température réduit la disponibilité des pâturages. Chaque changement nécessite un réajustement du planning quotidien. La montagne introduit des changements sans prévenir et le travail est réorganisé en conséquence. La survie repose sur un effort continu. Il n'y a pas de pic de productivité exceptionnel pour compenser les périodes d'inactivité. Le système se maintient par accumulation quotidienne. Chaque jour contribue à la somme nécessaire au maintien de l'ensemble. Les interruptions prolongées mettent en péril tout l'équilibre. Le travail est indissociable du paysage. Il se déroule dans un environnement qui exige une attention constante. Le terrain accidenté dicte le rythme. La pente impose une répartition précise du poids. Le mouvement requiert un calcul constant. L'effort physique s'adapte à ces conditions, ne laissant aucune place à la négligence. Le bétail comme point de repère. L'équilibre quotidien. La présence de l'animal structure l'espace sans qu'il soit nécessaire de parler. Il n'occupe pas passivement l'espace. Il définit des itinéraires, impose des rythmes et établit des priorités. Son corps introduit une échelle différente dans l'environnement. Chaque mouvement modifie l'équilibre immédiat de l'espace partagé. La relation se construit sur cette coexistence constante, où chacun adapte son comportement à la présence de l'autre. La dépendance ne s'exprime pas par une subordination visible. Elle fonctionne comme un système de correspondance silencieuse. L'animal réagit à des signaux minimes. Le corps humain apprend à interpréter ses réponses sans médiation verbale. Le lien se maintient par une observation continue. Il n'y a pas de geste superflu. Chaque échange remplit une fonction précise au sein d'un cadre partagé. Les rythmes s'alignent progressivement. Le mouvement de l'animal marque des temps ni accélérés ni forcés. La pause survient lorsque le corps l'indique. La progression reprend lorsque l'environnement le permet. La synchronisation se fait par la répétition, non par un ordre explicite. La relation s'affine avec le temps jusqu'à devenir presque automatique. L'animal instaure une forme de stabilité dans un environnement changeant.
Sa présence constante sert de point de repère. Le corps humain ajuste son attention à ce point de repère. La vigilance n'est pas vécue comme une tension permanente, mais comme un état continu d'éveil bienveillant. L'espace est appréhendé à travers le comportement de l'animal. Chaque changement de posture, de mouvement ou de respiration signale une variation des conditions extérieures. La communication se déploie en dehors du langage verbal. Elle repose sur la proximité, la direction du regard et la pression corporelle. La réponse est immédiate. Il n'y a pas de place pour une ambiguïté prolongée. La relation exige de la clarté dans chaque interaction. L'apprentissage se construit sur des erreurs minimales corrigées instantanément. La vache n'occupe pas la place d'un objet dans l'environnement. Elle s'intègre comme un élément actif qui conditionne l'utilisation de l'espace. Sa taille, son poids et son besoin de mouvement influencent la manière dont les pentes sont parcourues et les prairies utilisées. Le terrain est vécu différemment lorsqu'il est partagé avec un autre corps qui impose sa propre logique. Le silence accompagne cette relation. Il ne s'agit pas d'une absence de son, mais plutôt d'une stricte économie de stimuli. Les bruits sont réduits au strict minimum. Chaque son acquiert une signification. Le frottement du corps contre le sol, la respiration profonde, le lent mouvement des membres créent une atmosphère où tout est perçu avec une plus grande précision. Ce rythme partagé ne résulte pas d'une planification consciente. Il se forge par la répétition quotidienne et l'adaptation mutuelle. Le corps humain apprend à anticiper certains mouvements de l'animal. L'animal, à son tour, reconnaît des schémas stables dans le comportement humain. Cette prévisibilité réduit les frictions et permet une coexistence durable. La présence de l'animal introduit une dimension temporelle différente. Le temps cesse d'être organisé en unités abstraites et s'ajuste aux cycles organiques. L'attention se porte sur les processus continus plutôt que sur des moments précis. La relation se déploie dans cette temporalité étendue où les changements sont graduels et cumulatifs. Cette dépendance mutuelle se manifeste dans la façon dont les deux corps s'orientent dans l'espace. Le mouvement devient une action partagée. La direction n'est pas imposée unilatéralement. Elle est négociée par des micro-ajustements constants. L'équilibre est maintenu par des corrections presque imperceptibles. L'animal offre une présence stable qui réduit les distractions. Son comportement structure l'environnement. Le corps humain s'appuie sur cette structure pour organiser son attention. Cette relation ne repose pas sur une dominance visible, mais sur une coordination constante. Chaque partie remplit sa fonction au sein d'un système maintenu par l'équilibre. La routine incontournable. La répétition organise la vie sans explication. Elle ne se présente ni comme un choix conscient, ni comme une habitude acquise délibérément. Elle s'installe avec le temps et demeure. La journée se déroule selon un ordre qu'il est inutile de mémoriser. Chaque geste trouve sa place dans une séquence familière. Le rythme reste constant, même lorsque les circonstances extérieures changent. La continuité ne repose pas sur la nouveauté. Elle se construit sur la répétition de mouvements simples, précis et maîtrisés. Le corps reconnaît cet ordre avant même qu'on y pense. L'attention se concentre sur le maintien de ce flux ininterrompu. La journée progresse par des transitions fluides entre des moments qui s'enchaînent harmonieusement. Il n'y a pas de ruptures brutales. Tout suit une cadence soutenue. Les gestes hérités traversent le temps sans modification visible. Ils sont répétés de la même manière parce qu'ils sont efficaces. Ils ne sont ni remis en question, ni analysés. La transmission s'effectue par une observation prolongée. Le corps apprend en observant, en accompagnant et en répétant. La précision naît de cette accumulation silencieuse. La routine devient un langage partagé qui se passe de mots. Le rythme quotidien s'établit par un repère interne. Il ne dépend ni des horloges, ni de signaux externes constants. Le corps sait quand avancer et quand s'arrêter. L'alternance entre activité et pause se maintient avec précision. La régularité réduit le besoin de prendre des décisions. La journée est soutenue par une inertie maîtrisée. La stabilité que procure la routine n'implique pas l'immobilité. De petits ajustements, presque imperceptibles, permettent de maintenir un équilibre général. La séquence s'adapte sans se déformer. L'ordre est préservé même lorsque l'environnement introduit des variations.
La répétition agit comme une structure structurante. La routine définit une forme particulière d'attention. La concentration est répartie uniformément. Il n'y a ni pic d'intensité prolongée, ni longue période de déconnexion. L'esprit suit le rythme du corps. La prévisibilité de la journée réduit les distractions. Chaque geste trouve son sens au sein de l'ensemble. La continuité génère un sentiment de permanence qui ne repose pas sur des attentes futures. La valeur réside dans la répétition elle-même. La journée n'est pas évaluée par des résultats visibles, mais par sa cohérence interne. La routine soutient la vie par sa régularité, non par sa variation. Le corps s'adapte à ce rythme et l'intègre comme point de repère fondamental. La mémoire musculaire conserve la séquence des gestes. L'attention est libérée des décisions constantes. La journée se déroule avec une économie de mouvements précise. Chaque action est exécutée avec la juste intensité. La routine définit aussi le temps. Les jours se distinguent les uns des autres par des nuances infimes. La répétition ne génère pas la monotonie, mais plutôt la stabilité. Le passage des jours renforce la continuité. L'identité se construit sur cette permanence. Les gestes ne recherchent pas de signification symbolique. Ils remplissent une fonction au sein du flux quotidien. Leur valeur réside dans la constance. La répétition consolide une manière d'être à l'environnement qui ne dépend pas des variations extérieures. La journée est soutenue par la fidélité à cette séquence. Le rythme quotidien agit comme un cadre. En son sein, chaque chose trouve sa place. La prévisibilité réduit la marge d'erreur. Le corps se meut avec assurance dans un ordre connu. La routine devient une forme de protection contre l'incertitude. La continuité est renforcée par le passage du temps. Chaque jour reproduit le précédent à quelques ajustements près. Cette répétition prolongée forge une identité non pas déclarée mais pratiquée. La routine n'est pas affichée, elle est maintenue. La journée commence et se termine selon une logique immuable. La transition entre les moments s'effectue sans tension. La régularité du rythme quotidien engendre un sentiment d'équilibre durable. La vie s'organise dans ce cadre sans avoir besoin d'être redéfinie. Décider de rester. Un calcul à long terme. Rester ici n'est jamais une question d'inertie. Chaque génération est confrontée à la même question, posée de manière pragmatique et sans drame. Rester, partir ou revenir ne sont pas présentés comme des dilemmes émotionnels, mais comme des décisions prises en fonction de conditions concrètes. L'environnement établit des limites claires et la vie s'y organise. Dès lors, chaque choix est évalué selon des critères accumulés au fil du temps. La migration apparaît comme une possibilité récurrente. Elle ne résulte pas d'une rupture brutale, mais d'une évaluation progressive. Partir répond à des facteurs mesurables: l'accès aux ressources, la stabilité envisagée et la capacité de subvenir à ses besoins dans le cadre existant. La décision repose sur des comparaisons pratiques. Le monde extérieur est considéré comme une alternative fonctionnelle et non comme une promesse abstraite. La continuité familiale introduit un élément central dans ce calcul. Rester implique d'assumer une responsabilité héritée. Le lieu n'est pas perçu comme un simple espace physique, mais comme une structure qu'il faut maintenir en état de fonctionnement. La transmission se fonde non sur la rhétorique, mais sur les actes. Le maintien du site est justifié lorsque l'équilibre peut être préservé sans perturber la continuité de l'ensemble. Le départ ne constitue pas un abandon définitif. Il est envisagé comme une option réversible. Partir permet d'acquérir des ressources, des connaissances ou une stabilité qui pourront ensuite être réintégrées au lieu d'origine. Le retour est évalué selon la même logique que le départ. Il ne survient pas impulsivement, mais plutôt lorsque les conditions permettent le rétablissement de l'équilibre au sein du cadre existant. Le choix de rester repose sur la viabilité à long terme. L'environnement ne permet pas une improvisation prolongée. Le maintien du site est assuré lorsque les conditions matérielles permettent de maintenir le système sans contraintes excessives. La décision est réexaminée périodiquement. Elle n'est pas figée comme un impératif irréversible. La mobilité fait partie intégrante du fonctionnement global. Tout le monde ne reste pas, et tout le monde ne part pas. Le système s'adapte à ces mouvements sans perdre sa structure fondamentale. La continuité ne dépend pas d'une immobilité absolue, mais de la capacité à intégrer les départs et les retours sans altérer l'équilibre général.
La décision de revenir est évaluée avec la même précision que celle de partir. Le lieu impose des conditions non négociables. Le retour n'est envisageable que s'il existe une réelle capacité d'adaptation. Rester implique d'accepter les limites imposées par l'environnement. Le retour a lieu lorsque cette adaptation devient possible. Les jeunes générations intègrent ces décisions comme une étape naturelle du cycle de vie. L'évaluation n'est pas vécue comme une exception. Elle est intégrée à une logique partagée qui privilégie la stabilité de l'ensemble. Chaque choix est évalué en fonction de son impact sur la continuité globale. Un séjour prolongé n'est pas interprété comme une résistance symbolique. Il est considéré comme une option fonctionnelle. Le lieu reste habitable tant que les décisions individuelles sont compatibles avec les conditions structurelles. Le départ et le retour fonctionnent comme des mécanismes d'ajustement au sein de ce système. L'équilibre est préservé par des décisions progressives. Une migration partielle permet d'apaiser les tensions internes. Un retour sélectif renforce la continuité lorsque les conditions le permettent. Le système absorbe ces mouvements sans avoir besoin de se redéfinir. Le choix rationnel domine ce processus. Les décisions sont prises en tenant compte du champ d'action réel. L'environnement ne s'adapte pas à la volonté individuelle. La vie s'organise dans les limites existantes. Rester implique d'accepter ce cadre. Partir implique de rechercher des alternatives compatibles. Revenir implique de confirmer que l'équilibre peut être rétabli. Ici, les décisions cruciales ne s'expriment pas sous forme de récits personnels. Elles se manifestent par des ajustements fonctionnels au sein d'un système qui demeure opérationnel dans le temps. La continuité repose sur cette capacité à évaluer, décider et réajuster sans rompre la structure globale. Silence prolongé. Impacts physiques et mentaux. L'isolement s'installe progressivement. Il ne se manifeste pas comme une rupture brutale, mais comme un état qui s'accumule avec le temps. Le silence s'étire pendant des heures et cesse d'être perçu comme un simple bruit de fond. Il devient une présence active qui accompagne chaque mouvement, chaque pause. L'absence de stimuli constants réorganise l'attention. L'esprit se concentre sur l'immédiat. L'hiver intensifie cette expérience. Les jours raccourcissent et l'espace de vie se réduit. L'extérieur devient inaccessible pendant de longues périodes. Le contact avec l'environnement se fait plus limité et plus exigeant. Le confinement prolongé dans un même espace modifie la perception du temps. Les jours se succèdent presque sans différence. Le passage des jours se mesure aux subtiles variations de lumière et de température. Le corps ressent les effets de ce confinement progressif. L'énergie est mieux gérée. La fatigue ne se manifeste plus par un épuisement passager, mais par une usure accumulée. Les muscles se raidissent, les articulations souffrent du froid persistant. Les mouvements deviennent plus contraints. Chaque pas requiert préparation et ajustement. L'esprit se trouve confronté à un environnement offrant peu de variations extérieures. La répétition des stimuli limite les distractions. Les pensées s'organisent en cycles fermés. L'attention se porte sur son propre corps et l'espace immédiat. L'introspection n'est pas recherchée, elle se produit spontanément. L'isolement réduit les distractions et expose directement les processus mentaux. Un silence prolongé amplifie la perception interne. Les sons les plus infimes prennent de l'importance. Le froissement des vêtements, la respiration, le craquement du plancher sont perçus avec clarté. L'absence de bruit extérieur permet une écoute constante de son propre corps. L'esprit s'adapte à cette intensité sensorielle réduite. L'hiver modifie également le rythme corporel. Le repos s'allonge. L'éveil est fragmenté. Le corps adapte ses cycles à la rareté de la lumière. L'activité mentale devient plus lente, plus concentrée. Le temps semble se dilater dans un cadre restreint. L'attente s'intègre au quotidien. L'isolement n'offre pas un confort automatique. Le manque de stimuli exige une gestion consciente de l'attention. L'esprit est confronté à des périodes de calme prolongées. La capacité à maintenir ce calme devient essentielle. L'environnement n'offre aucune distraction ni compensation. L'expérience est vécue directement. Le corps apprend à percevoir les premiers signes de fatigue. Le froid constant diminue la tolérance à l'effort. La récupération est ralentie. La fatigue s'accumule silencieusement. La gestion de l'énergie devient une tâche permanente. L'isolement oblige à mesurer chaque mouvement et chaque pause. La perception du temps se modifie progressivement.
Les jours s'enchaînent sans repère précis. La mémoire récente est comprimée. Les événements perdent leur contour net. L'esprit s'adapte à cette continuité diffuse en concentrant son attention sur le présent immédiat. L'isolement modifie notre façon de nous souvenir et d'anticiper. L'hiver prolongé intensifie le lien entre le corps et l'environnement. Le contact limité avec l'extérieur renforce le sentiment de confinement physique. L'espace paraît plus restreinte. L'esprit réagit en se concentrant sur ses routines de régulation interne. L'expérience devient plus introspective sans qu'on le recherche. Le silence agit comme un miroir. L'absence de stimuli extérieurs révèle des états intérieurs qui passent inaperçus dans d'autres contextes. L'esprit se confronte à ses propres rythmes sans interférence. La capacité à maintenir cette introspection fait partie intégrante de l'expérience de l'isolement. La beauté sans consolation. Le lieu demeure. La beauté du lieu se présente avec une fermeté qui ne cherche aucune compensation. Elle est là, stable, visible, persistante. Elle n'adoucit pas l'expérience, n'allège pas le poids accumulé. Elle maintient une intensité constante qui imprègne l'espace sans s'adapter à l'observateur. Sa présence s'impose par la continuité, non par un impact immédiat. Les formes environnantes conservent une cohérence immuable. Les lignes se répètent, les volumes demeurent. L'agencement général de l'espace reste intact. Chaque élément occupe sa place au sein d'une structure qui n'est pas remaniée pour faciliter la perception. La beauté naît de cette stabilité prolongée. Le lieu ne répond pas aux attentes extérieures. Son apparence ne varie pas pour offrir un répit. L'harmonie perçue coexiste avec des exigences constantes. La beauté est intégrée au fonctionnement global de l'environnement. Elle n'apparaît ni comme une récompense, ni comme une consolation. Elle se maintient comme partie intégrante du même système qui impose des limites. La continuité renforce cette impression. Jour après jour, l'espace conserve son caractère. Les changements sont imperceptibles. La variation existe, mais elle n'altère pas la structure centrale. La beauté se manifeste dans la permanence, dans la résistance à la transformation rapide. Le lieu conserve sa forme même lorsque les conditions changent. Une observation prolongée révèle une beauté qui ne se donne pas immédiatement. Elle exige du temps, une attention soutenue et une adaptation à un rythme inhabituel. Elle ne procure pas de satisfaction instantanée. Elle se perçoit progressivement par la répétition. Son impact ne se mesure pas à l'émotion intense, mais à la présence constante. L'environnement maintient une distance claire. Il ne s'approche ni ne se retire. La beauté se déploie sans chercher à plaire. Son effet dépend de la capacité à soutenir le regard. Le lieu ne répond pas à la quête de sens. Il reste le même, indépendamment des interprétations extérieures. La continuité de l'espace renforce un sentiment de stabilité qui n'engendre pas le confort. La beauté coexiste avec l'exigence. Les deux font partie d'un même équilibre. Le lieu conserve son caractère sans modification visible. L'observation se fait dans ce cadre fixe. La perception s'affine avec le temps. Les détails gagnent en clarté. Les variations minimes deviennent perceptibles. La beauté se manifeste dans cette attention prolongée. Elle n'apparaît pas comme un contraste, mais comme un arrière-plan constant. Le lieu ne change pas pour mettre en valeur son apparence. L'environnement conserve sa forme sans avoir besoin d'être validé. La beauté se nourrit de la répétition et de la cohérence interne. Chaque élément renforce l'autre. La structure d'ensemble demeure stable. L'observation reste ouverte, sans résolution. Ici, la beauté n'offre ni soulagement ni conclusion. Elle se présente comme partie intégrante d'une continuité ininterrompue. Le lieu conserve son caractère. Le regard demeure. L'espace est toujours là, inchangé, soutenu par sa propre logique, sans promesse ni résolution. Lorsque la saison change, l'espace se referme. Les prairies disparaissent sous la neige, les chemins sont interrompus et la vie se replie sur elle-même. Le travail ne s'arrête pas, il ne fait que modifier sa forme. L'attention se concentre sur la préservation de l'existant, provisions, animaux à l'abri, suffisamment de chaleur pour traverser les longs mois d'hiver. Le temps ralentit, se densifie, marqué par des gestes répétés dans un espace confiné. Le monde extérieur reste présent, même de l'intérieur. Le froid s'insinue dans les bois,
Le silence s'épaissit. La montagne continue d'imposer son rythme sans chercher à se dévoiler. La continuité ne repose pas sur un mouvement incessant, mais sur la capacité à préserver l'essentiel quand tout le reste s'amenuise. Chaque jour est organisé pour maintenir l'équilibre, non pour progresser. Ainsi, la vie dans ces villages d'altitude ne se définit ni par la beauté spectaculaire du paysage, ni par la dureté solitaire du travail, mais par la persévérance. Rester, c'est traverser des cycles complets, accepter le cycle des saisons et adapter sa vie à un environnement inflexible. Il n'y a pas de fin, seulement une continuité. Les lieux sont toujours là, la vie aussi.